Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, vous le savez, on vit un contexte extrêmement compliqué. Avec les élections politiques qui viennent se passer dimanche dernier, et bien sans doute qu'aujourd'hui, vous comme moi, vous ne savez pas trop où on va aller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Et en plus, ça se rajoute tout ça à un contexte de tension dans le pays. Et en plus, si vous êtes musulman ou musulmane, forcément, votre religion, la communauté musulmane y suit de plus en plus de critiques, voire d'insultes au sein de ce pays qu'est la France. Et sans doute qu'aujourd'hui, vous êtes désemparé face à tout ça, vous avez l'impression que pour contrer tout ça, ou plutôt pour agir, votre seule manière de le faire, c'est de mettre un bulletin dans une urne. Et donc aujourd'hui, malheureusement, vous perdez espoir, vous ne savez pas trop où on va aller tous ensemble, et tout ça vous fait peur et vous angoisse. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est pas pour vous accompagner à broyer du noir, pas du tout, au contraire, c'est pour vous donner des notes d'espoir, pour vous montrer que si vous pouvez agir aujourd'hui, en tout cas de votre côté, du mieux possible pour améliorer les choses. Et pour ça, et pour vous le montrer, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous replonger il y a 100 à 150 ans. Plongez-vous dans l'Égypte du milieu du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. Et à cette époque-là, le monde musulman se porte extrêmement mal. Le contexte est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et ce pour plusieurs raisons. Des raisons politiques d'abord parce que, par exemple, l'Égypte a déjà été conquise par Napoléon à la fin du 18e siècle. En plus, ce qui va se passer en Égypte, c'est que les Anglais vont arriver et ils vont donc mettre en place un protectorat sur l'Égypte en 1882. Donc les puissances européennes commencent à s'ingérer dans les politiques du monde musulman, de certains pays musulmans, de certaines régions du monde musulman. Il y a aussi le colonialisme avec l'Algérie qui colonise en 1830, l'Inde entre les 18e et le 19e siècle par les Anglais, la Tunisie en 1880. Et puis en plus de ça, vous avez dans le monde musulman un déclin du pouvoir central, qui est le pouvoir des Ottomans, avec donc, même s'ils ont mis en place des réformes, le déclin qui va suivre surtout à la fin du 19e siècle, puis au début du 20e siècle, avec notamment la perte de la Première Guerre mondiale, et puis ensuite l'abolition du califat, qui est le califat, vraiment la grande institution, vraiment très importante, qui avait toujours existé depuis l'époque du prophète Mohammed selon la tradition musulmane, et qui au début du XXe siècle disparaît totalement. Et puis en plus, il y a un déclin intellectuel, parce que le monde musulman a connu un âge d'or principalement scientifique entre, on pourrait dire, les 8e, 9e jusqu'au 13e, 14e siècle, mais au 19e siècle, il y a véritablement un déclin scientifique, et par contre, cette fois-ci, c'est l'Europe qui rayonne. L'Europe qui rayonne parce que, au contraire du monde musulman, l'Europe a connu une expansion à la fois économique, politique, aussi intellectuelle, scientifique, majeure. Et donc on est dans cette situation, dans le monde musulman, où finalement on a un contexte extrêmement délétère, extrêmement compliqué, et face à ce contexte-là, le monde musulman, principalement le Levant, qui est le plus important à cette époque-là, principalement l'Égypte surtout, la Syrie aussi, la Palestine, ils auraient pu agir de deux manières différentes. Soit se dire finalement que on s'est fait attaquer par les puissances européennes qui ont colonisé nos terres, ce qui est complètement quelque chose d'interdit, quelque chose qui ne peut pas être accepté. Donc ils auraient pu protester. Ils auraient pu se dire, ce n'est pas normal que ces puissances-là s'ingèrent dans nos politiques, qu'ils puissent en plus s'emparer de nos territoires. Ou alors, ils auraient pu aussi se dire, mais pourquoi tout ça, ça arrive? Pourquoi cette situation-là, on l'a subie aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à améliorer de notre côté pour faire que cette situation ne se reproduise plus, mais surtout aujourd'hui, qu'on puisse améliorer cette situation? Et bien sûr, le choix qu'ils vont faire, ça va être de se dire, on va analyser nos fautes, on va analyser ce qui n'a pas marché pour finalement améliorer les choses et pour grandir et pour que le monde se porte mieux et pour que le monde musulman se réveille en quelque sorte. Et donc, ils ont choisi de développer l'éducation et de s'ouvrir au progrès scientifique, au progrès économique. Ils vont bien sûr puiser leur inspiration de l'Europe. Vous voyez, au lieu de se dire que l'Europe est la grande coupable de tous leurs maux, ils vont s'inspirer de l'Europe, s'inspirer bien sûr des côtés positifs et non pas des côtés qu'ils considèrent comme étant négatifs, comme par exemple la perte progressive de la religion. Et vous avez quelqu'un qui est un intellectuel et un religieux qui est Rifat et-Tahtawi, qui déjà fait un voyage à Paris entre les années 1826 et 1831 pour finalement apprendre et comprendre comment l'éducation, l'essor des sciences a été possible en Occident pour finalement l'importer du côté du monde musulman. Vous avez aussi en Orient peu à peu des écoles pointues qui vont se mettre en place, principalement
en Syrie, au Liban, en Palestine, notamment à Jérusalem, et qui sont souvent des créations poussées par des chrétiens, mais qui sont des chrétiens arabes, bien évidemment. Vous avez aussi Boutros el-Boustani, qui là aussi est un chrétien, qui crée la première encyclopédie moderne arabe entre les années 1876 et 1882. Et vous avez aussi, parmi les politiques, un investissement en Égypte du Khedive Ismaïl. Donc le Khedive, en fait, c'est juste que c'est un délégué, parce qu'auparavant, l'Égypte quand même appartenait aux puissances ottomanes, même si ensuite ça va être sous protectorat britannique. Donc vous avez le Khedive Ismaïl qui va investir dans les chemins de fer, dans les lignes télégraphiques, dans les routes, dans les ports, les ponts, les canaux d'irrigation, les barrages, les hôpitaux, les palais, mais aussi le canal de Suez. Et puis en plus de ça, en plus de ces investissements-là, vous avez bien évidemment l'idée qu'il faut promouvoir, qu'il faut développer l'éducation, et à travers l'éducation, c'est aussi la compréhension de son histoire, la compréhension du passé. Parce que c'est en comprenant le passé qu'on peut mieux agir dans le présent et dans le futur. Et pour ça, vous avez un auteur qui était très important, c'est Jorji Zaidan, qui a publié un journal Al-Hilal, qui est un journal très important, qui traitait de plein de sujets différents, qui permettait aux personnes finalement, notamment du coup aux élites ici, parce qu'il fallait quand même savoir lire tout ça, de mieux comprendre plein de sujets différents et donc de s'éduquer. Et Jorji Zaidan, c'est aussi quelqu'un qui a écrit en 5 volumes une histoire de la civilisation musulmane, donc très important, la place de l'histoire. Il a aussi écrit en parallèle 22 romans historiques. Et il y a une citation de Jorji Zaidan qui est très importante, dans laquelle il dit, dans le journal Al-Hilal du 7 octobre 1898, dans laquelle il dit « L'enseignement de l'élite seule, comme c'est le cas dans la plupart des nations, n'est pas suffisant. Aucune nation ne réussira avec ses projets tant que son peuple sera ignorant. » Donc là, on a vraiment l'importance de se dire que, ok, mais si les choses vont mal, d'accord, il y a des choses qui nous sont faites, qui sont inacceptables et qui sont injustes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour améliorer les choses? En plus de ça, vous avez à cette époque-là, donc on est plutôt dans la seconde moitié du 19e, début 20e siècle, les femmes aussi qui se réveillent. L'idée que les femmes ont aussi un rôle à jouer, qu'elles doivent aussi être éduquées pour que la nation aille mieux. Donc vous avez le rôle des femmes comme la princesse Nazli Fazil, donc princesse égyptienne, qui a créé le premier salon multilingue en Égypte, où on parlait à la fois en arabe, en français, en anglais, où on avait aussi à la fois des femmes et des hommes qui se réunissaient et qui parlaient de plein de sujets différents. Vous avez Hind Naufal qui a créé en 1892 le journal Al-Fatat, qui veut dire donc jeune femme, et qui est finalement le premier jalon qui a été posé dans le monde musulman de la presse féminine. Vous avez aussi Zainab Fawaz, donc en 1894, qui a écrit un livre biographique sur plus de 400 femmes célèbres au-delà du monde musulman, dans plein de femmes célèbres, dans plein d'époques et de contextes géographiques différents. Et donc voilà, ce mouvement qui va naître à ces époques-là, donc ce mouvement, vous l'aurez compris, d'essor intellectuel, de questionnement aussi de ce qui a été mal fait, de ce qu'on doit faire mieux, on l'a appelé ensuite la Nahda. La Nahda, c'est ce qu'on appelle le réveil, la renaissance, si vous voulez, arabe. Et à la côté de cette Nahda-là, qui est plutôt ici un phénomène, j'ai envie de dire, un phénomène de société, un phénomène hors religieux, un phénomène économique, politique important, et bien à côté de ce phénomène-là, vous avez aussi ce qu'on appelle l'Islah. L'Islah, c'est la réforme, et là, il y a eu aussi en même temps une réforme religieuse qui a été menée parce qu'on considérait que l'islam s'était en quelque sorte ankylosé et qu'il fallait le réveiller, qu'il fallait re-questionner ces textes-là. Donc tous ces mouvements ont eu lieu à cette époque-là, qui était une époque extrêmement compliquée. Et donc, dans ces temps compliqués, ces personnes auraient pu faire deux choses différentes. Ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu se dire « Ok, c'est pas notre faute. Ok, regardez les puissances européennes, ce qu'elles nous font. Finalement, nous, on est des victimes. Les coupables, c'est l'Europe. » Et ils auraient pu juste s'asseoir sur une chaise, brandir des pancartes et se dire bah, « c'est honteux », et rester assis sur leur chaise sans rien faire, juste à se plaindre, à raison bien évidemment, mais finalement sans agir réellement. Ou bien, ils auraient pu, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris en main leur destin. Et ils se sont dit que, ok, si les choses vont mal, c'est peut-être d'ailleurs qu'il y a des choses qui vont véritablement mal, qu'il y a vraiment des problèmes, et c'est à nous de nous prendre en main. Alors oui, la faute ne repose pas uniquement sur nous, mais c'est à nous de nous prendre en main, d'agir, parce qu'on peut agir, on a la force d'agir. Donc le lien avec aujourd'hui, c'est que finalement, aujourd'hui, vous vous trouvez face à, là aussi, deux solutions différentes. Vous avez la solution de rester assis sur votre chaise et de vous dire que le seul moyen pour vous d'améliorer les choses, c'est de mettre un bulletin dans une urne. Simplement, c'est que les politiques instrumentalisent tous ces débats qui ont lieu aujourd'hui. Vous avez l'exemple de Mélenchon par exemple, qui instrumentalise, ou en tout cas qui utilise le conflit israélo-palestinien pour mettre en avant son discours politique et se faire élire. Et la même chose est vraie, bien évidemment, pour les partis qui sont adverses. Donc pourriez-vous dire aujourd'hui, bah, j'ai pas un grand rôle à jouer aujourd'hui parce que j'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Eh bien au contraire, vous pouvez faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et en fait, la solution,
elle ne se trouve pas dans la politique, elle ne se trouve pas chez les autres, elle se trouve en chacun de nous qui pouvons agir au quotidien pour améliorer au plus possible les choses. Quand je parle d'agir, en fait, je parle des 3 A. C'est la solution des 3 A. La solution des 3 A, je l'ai trouvée hier, pour tout vous dire, en créant cette vidéo, c'est la solution des 3 A, c'est analyser. Analyser, c'est quoi? C'est analyser la situation, comme l'ont fait les érudits du monde musulman au 19e, 20e siècle. Analyser la situation, qu'est-ce qui ne va pas? Comment finalement je peux agir de mon côté? Et puis ensuite, c'est apprendre. Apprendre finalement, recueillir des connaissances, en histoire par exemple, s'éduquer. Et finalement, ensuite, une fois qu'on a appris des choses, on peut agir. Agir pour améliorer les choses. Et agir, c'est aussi transmettre. C'est transmettre ce que l'on a appris, finalement à nos proches, à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que eux aussi, ensuite, ils agissent à leur tour de la manière la plus éclairée possible. Parce que vous le savez aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation que les choses pourront s'améliorer. C'est parce que les gens ont malheureusement pas accès à des bonnes informations sérieuses et profondes, que ces personnes-là agissent de manière simpliste et erroné malheureusement. C'est donc par l'analyse, par l'apprentissage, que l'on peut simplement agir et que surtout on peut agir de manière bénéfique, de manière raisonnée et ensuite qu'on peut aussi transmettre nos connaissances pour que les générations futures puissent agir de la meilleure des manières dans le futur. Donc tout ça pour vous dire aujourd'hui que oui, la situation elle est compliquée évidemment. Oui, personnellement, je sais pas du tout où va aller ce pays qu'est la France, que j'aime quand même fortement, mais que j'ai confiance. Pourquoi? Parce que je sais que la solution, elle est en chacun de nous. Elle est dans notre éducation, elle est dans notre compréhension de l'histoire, et cette compréhension, cette éducation, elle va nous permettre de nous en sortir si on transmet ce qu'on connaît et si on met à profit tout ce qu'on a appris pour améliorer au maximum les choses. De mon côté, ça se passe par exemple sur créer de plus en plus de vidéos sur YouTube, créer des programmes à côté. Ça se passe aussi à travers les mails que je vous envoie chaque semaine, chaque samedi à 9h30. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire et recevoir ces mails, ça se passe sur le premier lien en description. Mais de votre côté, bien sûr, vous n'avez pas forcément envie de vous montrer comme moi à votre tête en vidéo, vous n'avez pas forcément envie de poster sur les réseaux sociaux. Et simplement, c'est simplement d'agir comme vous le pouvez, principalement encore une fois, dans le fait de transmettre un bon message à vos proches, à votre entourage, à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura remis un peu de baume au cœur, vous aura aussi redonné de l'énergie et de l'espoir dans un contexte qui est encore une fois extrêmement compliqué, extrêmement délétère et angoissant évidemment. En tout cas, j'espère que chacun de votre côté vous portez bien, que vous avez la santé. Et surtout, je vous invite vivement à prendre ce flambeau de l'action, parce que c'est à vous d'agir, c'est vous qui êtes les acteurs véritablement du monde de demain, ce ne sont pas du tout les politiques, c'est vous qui êtes le véritable pouvoir. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, gardez le moral.